17h sur France Culture, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de notre rendez-vous en français dans le texte. Bonjour à tous. Marguerite Yourcenar, Stendhal, Victor Hugo ou encore Molière, ce sont des classiques que nous vous proposons d'écouter, lus dans la voix de grands comédiens. Des classiques de la littérature française, des grands textes d'histoire ou de philosophie aussi, au programme du baccalauréat, analysés ensuite avec le concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les Mémoires de guerre de Charles de Gaulle, lecture du comédien Jacques Gamblin. Autour de 17h30, en français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Notre invitée aujourd'hui, la comédienne Lolita Chama. Elle est actuellement seule en scène au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans la visite d'Anne Berest. Aujourd'hui, lecture et dictée des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien. Ce sera pour la minute de fin, à écouter sur France Culture tout de suite, ou en nous rejoignant plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Les Mémoires de guerre sont à la fois un témoignage, une histoire de France et un geste politique. Un témoignage car elles fournissent le point de vue du général de Gaulle. Une première histoire d'ensemble de la France libre, ensuite, écrite à partir du rassemblement d'environ 3000 documents par l'un de ses officiers d'ordonnance à Londres. Enfin, un acte politique car ces mémoires contribuent à faire du général de Gaulle un potentiel recours pour la France des années 50. Même si elles ont des limites, ces trois dimensions nous éclairent sur la manière dont Charles de Gaulle pense plus globalement son projet politique. L'ouvrage est tourné à la fois vers le passé, proche, et vers le futur. Il expose des faits, comme tel, il est soumis à une critique historique, classique, et il propose des interprétations offertes, elles, à la discussion. Si le général de Gaulle commence à les écrire au printemps 1946, après sa démission, l'essentiel est écrit à partir de 1953, après la mise en sommeil partielle du RPF, au moment où la perspective d'un retour au pouvoir semble lointaine, durant la retraite de Colombey-les-Deux-Églises. Les deux extraits que vous allez entendre proviennent des deux premiers volumes, L'Appel, paru en 1954, et L'Unité, paru en 1956. Le troisième volume, Le Salut, paraîtra quant à lui en 1959, alors que le général est revenu au pouvoir. Mis en regard, les deux moments choisis, l'un en juin 1940, l'autre en juin 1944, permettent de tracer une esquisse de l'entreprise de la France libre. Le trait de crayon est bien celui de Gaulle, de cet homme seul ou presque qui dit non à l'armistice et refuse la défaite française, à celui qui s'impose auprès des Alliés comme celui qui a la légitimité nécessaire pour gouverner la France bientôt libérée. Les Mémoires du général de Gaulle vous sont lues tout de suite par le comédien Jacques Gamblin. Mémoires de guerre. L'Appel 1940-1942. Charles de Gaulle. Poursuivre la guerre? Oui, certes. Mais pour quel but et dans quelles limites? Beaucoup, lors même qu'ils approuvaient l'entreprise, ne voulait pas qu'elle fût autre chose qu'un concours donné par une poignée de Français à l'Empire britannique, demeuré debout et en ligne. Pas un instant je n'envisageais la tentative sur ce plan-là. Pour moi, ce qu'il s'agissait de servir et de sauver, c'était la nation et l'État. Je pensais en effet que c'en serait fini de l'honneur, de l'unité, de l'indépendance, s'il devait être entendu que dans cette guerre mondiale, seule la France aurait capitulé et qu'elle en serait restée là. Car dans ce cas, quelle que dût être l'issue du conflit, que le pays décidément vaincu fût un jour débarrassé de l'envahisseur par les armes étrangères ou qu'il demeurât asservi, le dégoût qu'il aurait de lui-même et celui qu'il inspirait aux autres empoisonnerait son âme et sa vie pour de longues générations. Quant à l'immédiat, au nom de qui menaient quelques-uns de ses fils à un combat qui ne serait plus le sien? À quoi bon fournir d'auxiliaires les forces d'une autre puissance? Non. Pour que l'effort en valût la peine, il fallait aboutir à remettre dans la guerre non point seulement les Français, mais la France. Cela devait comporter la réapparition de nos armées sur les champs de bataille, le retour de nos territoires à la belligérance,
la participation du pays lui-même à l'effort de ses combattants, la reconnaissance par les puissances étrangères du fait que la France, comme telle, aurait continué la lutte. Bref, le transfert de la souveraineté hors du désastre et de l'attentisme, du côté de la guerre et un jour de la victoire. Ce que je savais des hommes et des choses ne me laissait pas d'illusions sur les obstacles à surmonter. Il y aurait la puissance de l'ennemi, que seul pourrait briser une longue usure, et qui trouverait le concours de l'appareil officiel français pour s'opposer au redressement guerrier de la France. Il y aurait les difficultés morales et matérielles qu'une lutte longue et acharnée comporterait forcément pour ceux qui auraient à la faire comme parias et sans moyens. Il y aurait la montagne des objections, imputations, calomnies, opposées aux combattants par les sceptiques et les peureux pour couvrir leur passivité. Il y aurait les entreprises dites parallèles, mais en fait rivales et opposées, que ne manqueraient pas de susciter parmi les Français leur passion de la dispute et que la politique et les services alliés utiliseraient, suivant la coutume, afin de disposer d'eux. Il y aurait, de la part de ceux qui visaient à la subversion, la volonté de dévoyer la résistance nationale vers le chaos révolutionnaire, d'où leur dictature sortirait. Il y aurait enfin la tendance des grands États à profiter de notre affaiblissement pour pousser leurs intérêts au détriment de la France. Quant à moi, qui prétendais gravir une pareille pente, je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même traçait ma ligne de conduite. C'est en épousant, sans ménager rien, la cause du salut national que je pourrais trouver l'autorité. C'est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l'État qu'il me serait possible de grouper, parmi les Français, les consentements, voire les enthousiasmes, et d'obtenir des étrangers respect et considération. Les gens qui, tout au long du drame, s'offusquèrent de cette intransigeance, ne voulurent pas voir que pour moi, tendu à refouler d'innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l'effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposai mes intentions à M. Winston Churchill, naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre. Qu'aurais-je pu faire sans son concours? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain, 18 heures, je lus au micro le texte que l'on connaît. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. Mémoire de guerre. L'unité. 1942-1944. Charles de Gaulle. Le 13 juin, je pars pour visiter la tête de pont. Depuis plusieurs jours, j'étais prêt pour ce voyage. Mais les Alliés ne s'empressaient pas de me le faciliter. Même la veille, comme je dînais au Foreign Office en compagnie des ministres anglais, à l'exception du premier, et qu'on m'y complimentait de pouvoir prendre pied sur le sol de la métropole française, une lettre de M. Churchill remise au cours du repas à M. Eden soulevait des objections ultimes contre mon projet. Mais Eden, ayant consulté ses collègues autour de la table, notamment Clément Attlee, m'annonçait que l'ensemble du cabinet décidait de maintenir les dispositions arrêtées du côté britannique. Aussi le brave contre-torpilleur La Combattante, que commande le capitaine de corvette Patou, et qui vient de se signaler au cours des opérations, peut-il, comme prévu, toucher Portsmouth
et m'y prendre à son bord. J'emmène Viennot, Dargentlieu, Bétoir, Palevski, Billotte, Coulet, Chevigné, Courcelles, Bois-Lambert, Tessot. Le 14 juin au matin, nous jetons l'ancre au plus près de la côte française et prenons pied sur la plage, à la limite des communes de Courseulles et de Sainte-Mère-Église, au milieu d'un régiment canadien qui débarque au même moment. Le général Montgomery, commandant les forces alliées dans la tête de pont, prévenu depuis 1 heure, a mis gracieusement à notre disposition des voitures et des guides. Le commandant Chandon, officier de liaison français, est accouru avec son équipe. J'envoie tout de suite à Bayeux François Coulet, nommé séance tenante commissaire de la République pour le territoire normand libéré, et le colonel de Chevigné, chargé à l'instant même des subdivisions militaires. Puis je me rends au quartier général. Montgomery m'accueille dans la roulotte où il travaille, devant le portrait de Rommel, qu'il a vaincu à El Alamein, mais pour qui il n'en éprouve que plus de considération. Chez le grand chef britannique, la prudence et la rigueur vont de pair avec l'ardeur et l'humour. Ces opérations vont leur train, comme prévu. Vers le sud, le premier objectif est atteint. Il s'agit maintenant qu'à l'ouest, les Américains s'emparent de Cherbourg et qu'à l'est, les Britanniques prennent Caen. Ce qui comporte, dit le général, l'engagement de nouvelles unités et des renforts de matériel. À l'entendre, je me convainc que sous ses ordres les choses iront vigoureusement, mais sans hâte ni témérité. Lui ayant exprimé ma confiance, je le laisse à ses affaires et m'en vais aux miennes à Bayeux. Coulet y a pris ses fonctions. En effet, Bourdeau de Fontenay, commissaire politique pour la Normandie, n'a pu sortir de Rouen ni de la clandestinité. En attendant qu'il puisse apparaître, je tiens à marquer sans délai qu'en tout point d'où l'ennemi a fui, l'autorité relève de mon gouvernement. Quand j'arrive à l'entrée de la ville, Coulet est là avec le maire d'Audemans et son conseil municipal. Nous allons à pied, de rue en rue. À la vue du général de Gaulle, une espèce de stupeur saisit les habitants, qui ensuite éclatent en vivats ou bien fondent en larmes. Sortant des maisons, ils me font cortège au milieu d'une extraordinaire émotion. Les enfants m'entourent, les femmes sourient et sanglotent, les hommes me tendent les mains. Nous allons ainsi, tous ensemble, bouleversés et fraternels, sentant la joie, la fierté, l'espérance nationale remonter du fond des abîmes. À la sous-préfecture, dans le salon où 1 heure plus tôt était encore suspendu le portrait du maréchal, le sous-préfet Rochas se met à mes ordres en attendant d'être relevé par Raymond Triboulet. Tout ce qui exerce une fonction accourt pour me saluer. La première visite que je reçois est celle de monseigneur Picot, évêque de Bayeux et de Lisieux. Comme la population s'est rassemblée sur la place du château, je m'y rends pour lui parler. Maurice Schumann annonce mon discours par les mots habituels. « Honneur et patrie, voici le général de Gaulle. » Alors, pour la première fois depuis ces 4 affreuses années, cette foule française entend un chef français dire devant elle que l'ennemi est l'ennemi, que le devoir est de le combattre, que la France, elle aussi, remportera la victoire. En vérité, n'est-ce pas cela, la Révolution nationale? La nuit tombée, nous regagnons Courseulles, puis la mer et notre bord. Plusieurs heures s'écoulent avant que nous prenions le large, car les avions et les vedettes lance-torpilles des Allemands attaquent dans l'obscurité les navires ancrés les uns auprès des autres et qui ont pour consigne de rester là où ils sont. Le 15 juin au matin, revenu à Portsmouth, je quitte la combattante. La veille, au moment où nous abordions la France, j'ai remis la croix de guerre à ce vaillant navire qui sera coulé peu après. La preuve est faite. Dans la métropole, aussi bien que dans l'Empire, le peuple français a montré à qui il remet le devoir de le conduire. Dans l'après-midi du 15 juin, M. Eden vient me voir à Carlton Gardens. Il est au courant de ce qui s'est passé à Bayeux et qu'annoncent déjà les agences. Suivant lui, Roosevelt n'attend plus que mon voyage à Washington pour réviser sa position. Tout en regrettant que le gouvernement français n'ait pas adopté la procédure suggérée par celui de Londres, Eden propose maintenant d'établir avec Viennot un projet qui sera communiqué par lui-même à Washington. Et il y compte bien, signé à la fois par les Français, les Anglais et les Américains.
C'est là une voie qui me semble acceptable. Je le dis à Anthony Eden. Puis j'écris à M. Churchill pour verser du baume sur les blessures qu'il s'est faites à lui-même. Il me répond aussitôt, déplorant que la coopération franco-britannique n'ait pu être placée sur des bases meilleures, lui qui a fourni la preuve, dans les bons et les mauvais jours, qu'il est un ami sincère de la France. Il avait cru que mon voyage à Londres pourrait offrir la chance d'un arrangement. Il ne lui reste plus qu'à espérer que ce n'ait pas été la dernière chance. Cependant, le Premier ministre termine sa lettre en souhaitant que mes prochains contacts avec le président Roosevelt permettent à la France d'établir avec les États-Unis ces bonnes relations qui sont une part de son héritage. Lui-même m'y aidera, assure-t-il. Le 16 au soir, je m'envole pour Alger, où j'arrive le lendemain. Merci à Jacques Gamblin qui a prêté sa voix au général de Gaulle pour cet extrait des Mémoires de guerre. Jacques Gamblin, que vous avez vu au cinéma tour à tour en facteur cheval ou en chef de service dans Hippocrate de Thomas Lilti, ancien soldat dans Les Enfants du Marais ou fan de Lionel Jospin dans Le Nom des gens. Au théâtre aussi avec le jazzman Laurent de Wild ou le navigateur Thomas Coville. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Quel sens Charles de Gaulle donne-t-il à l'entreprise de la France libre ? L'étude de ces deux extraits réunis peut nous aider à répondre à la question suivante, promet Jérôme Grondeux, qui a préparé cette analyse. Dans le premier, Charles de Gaulle expose rétrospectivement le projet de la France libre. Cela devait comporter la réapparition de nos armées sur le champ de bataille, le retour de nos territoires à la belligérance, la participation du pays lui-même à l'effort de ses combattants, la reconnaissance par les puissances étrangères du fait que la France, comme telle, aurait continué la lutte, bref, le transfert de la souveraineté hors du désastre et de l'attentisme, du côté de la guerre et un jour de la victoire. Cet extrait lie la poursuite de la guerre et l'affirmation de la souveraineté française et implique la construction d'une légitimité, celle de Charles de Gaulle lui-même. Pour suivre la guerre, Charles de Gaulle a l'accord de Churchill dès l'origine. Celui-ci fait preuve alors d'une remarquable intuition politique à laquelle il n'a pas toujours su ou pas toujours pu rester fidèle. Dans le contexte où l'on envisageait la poursuite de la lutte, voire selon le projet de Jean Monnet, une fusion temporaire entre la France et l'Angleterre, Churchill a pu rencontrer et apprécier le sous-secrétaire d'État à la guerre et général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle. Le contenu de l'appel du 18 juin est d'abord militaire. La conviction que l'Axe peut être défait est centrale. De nombreux témoignages indiquent que pour Charles de Gaulle, la défaite de l'Axe est fatale, liée à l'extension obligée du conflit. Doute-t-il quand même un peu quand il écrit par exemple « Quelle que dût être l'issue du conflit ?» De Gaulle parie-t-il sur l'engagement futur américain et la défaite de l'Allemagne, ou en a-t-il la certitude ? Pour démontrer la possibilité de la victoire, il s'appuie en tout cas sur un raisonnement stratégique solide. Au premier chef, construire une force armée qui se déploiera sur plusieurs terrains d'opération et surtout dans l'empire colonial. Le retour de nos territoires à la belligérance suppose des opérations qui aideront le ralliement des colonies à la France libre. À Dakar, cela commence par un terrible échec, le débarquement de l'amiral Muselier à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1940 suscite la colère du président Roosevelt. La Syrie et le Liban, où le général soupçonne les Britanniques de ne pas vouloir respecter le mandat français, contribueront à empoisonner les relations entre De Gaulle et Churchill. Cependant, la victoire du général Koenig à Bir Hakeim en juin 1942, stoppant l'avancée des troupes de Rommel, a une importance à la fois militaire et symbolique, marquant clairement la contribution des forces françaises libres à l'effort allié. Les troupes de la France libre ne sont pas associées au débarquement du 6 juin 1944. Pourtant, dans le second extrait, les questions militaires sont très présentes. Le commandant Chandon a œuvré au ralliement de territoires de l'Empire. Il est chargé de faire la liaison entre les troupes débarquées et les autorités locales françaises. Pour ce faire, il arrive en France dès le 7 juin. L'hommage appuyé au général Montgomery, commandant des forces terrestres du débarquement, le récit de la discussion stratégique qu'ils ont eue ensemble, l'affirmation de sa confiance envers lui, sont autant de façons pour le général de Gaulle de remettre du militaire là où il n'a pas été possible d'en avoir.
Enfin, le discours que le général prononce ce 14 juin 1944 à Bayeux, et qu'il se contente de mentionner dans ses mémoires, est un appel à continuer le combat. Il y a dans son attitude en Normandie une volonté très explicite de positionner la France parmi les puissances militaires qui participent à la victoire. Un mot maintenant des relations que Charles de Gaulle entretient avec les Alliés telles qu'il les décrit dans ses mémoires. Winston Churchill est présent dans les deux extraits. Dans le premier, il est mentionné pour ce qu'il fut vraiment, un appui indispensable. Très concrètement, l'appui du Royaume-Uni fut aussi financier pour commencer à organiser la France libre. Charles de Gaulle sait tout ce qu'il doit à Churchill et il ne manquera pas d'en faire mention en lui remettant la Croix de la Libération le 6 novembre 1958. Je tiens à ce que Winston Churchill sache ceci. La cérémonie d'aujourd'hui signifie que la France sait ce qu'elle lui doit. La confiance est d'abord très forte entre les deux hommes, mais si Charles de Gaulle sait se plier à la nécessité politique, il affiche la ferme volonté de ne pas être un supplétif des Britanniques. Il s'agit de bien établir qu'il représente la France. Here is a statement in French of great importance to our French listeners by General de Gaulle, who was Under-Secretary for War in M. Paul Reynaud's cabinet. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Charles de Gaulle, extrait de l'appel du 18 juin 1940. En réalité, de l'appel du 22 juin, car la BBC n'avait pas enregistré le premier appel. De Gaulle l'a donc refait. Voilà, comme à la radio. Tout de suite, écoutez les mots du biographe, historien britannique Julian Jackson à propos de ce moment dans l'histoire de la France et dans celle du général de Gaulle. À travers lui, à travers cet appel, le général exprime une certaine idée de la France, pour reprendre le titre de sa biographie, et de son destin. Pour moi, oui, c'est le moment, c'est un peu banal de le dire, mais où le général de Gaulle entre en histoire. Il est en train de devenir la légende que tout le monde connaît. C'est un appel à l'espoir, que tout n'est pas perdu. Ça, c'est, dans ce sens, l'appel et le message, c'est un peu la même chose. C'est que ne vous désespérez pas de la France. Nous avons été vaincus dans une bataille, mais la bataille n'est pas la fin. Il dit pas simplement, il faut pas désespérer, mais il dit, pourquoi il faut pas désespérer? Et les raisons, c'est que ça va devenir une guerre mondiale. Il parle de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, l'Empire français, et de l'apport et de l'appui que pourraient apporter les Américains, l'économie américaine. Et on sait, en fait, en privé, mais il dit ça pendant l'appel, qu'il pensait déjà qu'un jour l'Union soviétique viendrait dans la guerre. Et pour moi, tout de Gaulle est dans cet appel, mais avec ces deux côtés du personnage, si vous voulez. Winston Churchill, à son tour, estime profondément Charles de Gaulle, mais le français ne reste pas moins à ses yeux une pièce du jeu militaire et diplomatique dans lequel se joue le sort du Royaume-Uni. Après juillet 1940, Charles de Gaulle ne lâche rien dès qu'il s'agit de la souveraineté française. Cette attitude tend assez rapidement les rapports entre le Premier ministre et celui qu'il a reconnu comme le chef des Français libres et qui se veut champion inflexible de la nation et de l'État. Mais ce qui va profondément altérer les relations entre ces deux hommes, qui pourtant s'estiment mutuellement, c'est l'appui états-unien à l'effort de guerre britannique et l'entrée en guerre des États-Unis.
En septembre 1941, Churchill soutient encore De Gaulle quand il doit faire face à une tentative de marginalisation au sein de la France libre, menée par l'amiral Muselier. Il n'en sera plus de même par la suite. Les difficultés que connaît De Gaulle avec les Alliés atteignent leur apogée dans la période qui suit le débarquement américain en Afrique du Nord. On est alors en novembre 1942 et le débarquement fortifie l'adhésion à De Gaulle dans la France occupée en montrant la fiction du maintien d'une souveraineté française par Vichy. Puisque la zone libre est envahie, les États-Unis tentent d'abord de s'appuyer sur l'amiral Darlan, puis, après l'assassinat de celui-ci, essayent de substituer au général de Gaulle le général Giraud. La mise en place du Comité français de libération nationale à Alger, le 3 juin 1943, et la prise de contrôle de celui-ci par Charles de Gaulle est l'objet d'un long combat diplomatique. Pour Roosevelt, Charles de Gaulle est un factieux, un fasciste, un colonialiste, voire un fou. Et Winston Churchill, par ailleurs excédé par de multiples heurts avec le général, soutient son puissant allié américain, ne pouvant prendre le risque d'abîmer pour les Français sa relation avec les États-Unis. L'homme du 18 juin, De Gaulle, est populaire et reprend en main les zones libérées à travers quelques signes forts. La mise en place du commissaire de la République pour la Normandie libérée, François Coulet, la rencontre avec le maire, l'amorce du remplacement du sous-préfet dans le cadre d'une reconnaissance de la continuité de l'État, la rencontre enfin avec l'évêque. Aux yeux de Roosevelt également, le général s'impose petit à petit comme dirigeant de la France libérée. Winston Churchill, qui a tenté de s'opposer à l'opération Bayeux contre son propre cabinet, se trouve ainsi pris à contre-pied. La geste gaullienne se déploie tout entière au fil de ses mémoires. On a souvent dit qu'il s'agissait de la construction d'un mythe gaullien, et c'est vrai, au sens où se dégagent quelques images fortes. La nécessité de ne jamais descendre des hauteurs, l'immensité des difficultés affrontées, le contraste entre la situation du général de Gaulle en 1940 et en 1944, tout cela reste saisissant. Mais c'est aussi faux d'un côté, puisqu'il s'agit de nier le rôle essentiel d'un homme, de sa pensée et de son action. Le général de Gaulle est revenu à plusieurs reprises sur la légitimité particulière qu'il tient de l'appel du 18 juin 1940, mais on ne saurait réduire son entreprise à cette proclamation malgré son envergure. Au fil des mémoires, on assiste à la patiente, tenace construction d'une légitimité. Avec quelques temps forts, 1. L'usage de la radio. Évoqué dans le premier extrait, l'écoute de la BBC est un élément fondamental par la suite dans l'identification du général de Gaulle. C'est à travers elle qu'il va finir par incarner l'espoir d'une libération aux yeux d'un grand nombre de Français. Deuxième temps fort, l'union de la résistance intérieure autour de Charles de Gaulle. Elle se fait en même temps que les positions politiques de la France libre sont clarifiées, en opposition avec celles du régime de Vichy. On sait à quel point l'œuvre de Jean Moulin fut décisive, avec la fondation du Conseil national de la résistance en 1943. La résistance tient peu de place dans les mémoires de guerre, qui se sont centrées sur les actions du général. Mais la naissance du Conseil pèse lourd dans la reconnaissance finale par les Alliés. Troisième temps fort, l'intransigeance gaullienne sur la question de la souveraineté française. Elle est présente dans nos deux extraits, en parole dans le premier, en acte au fil du second. Tout limité et solitaire que je fusse, écrit-il, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. Tout est dit, fermeté sur les principes et calcul stratégique. De Gaulle symbolise l'union des deux. Pour conclure, écrit dans la retraite de Colombey, ces mémoires nous plongent dans le vif de l'action. Les mémoires de guerre n'ont de comparables que ceux de Winston Churchill. Nous voilà plongés au cœur de l'histoire en adoptant le point de vue d'un acteur de premier plan. La question du sens que les acteurs individuels ou collectifs donnent à leur action est centrale en histoire. Le sens que le général de Gaulle donne à l'entreprise qu'il a initiée, devenue une entreprise collective, a dès l'origine une dimension politique. Il ne s'agit pas seulement de finir par battre l'Allemagne, il ne s'agit pas seulement d'aider à la libération du territoire, il s'agit de voir plus loin en se souciant du maintien futur de la souveraineté nationale française, même en cas de victoire. Le général de Gaulle vise à construire la représentation légitime d'une France qui poursuit la guerre pour être dans le camp des vainqueurs. Le travail sur l'opinion, comme le travail avec la résistance intérieure, intervient ensuite tout en se révélant également déterminant. La conduite de cette entreprise de la France libre permet de dégager une vision de la politique qui, à partir de 1958, marque profondément la République française.
C'était Mémoires de guerre de Charles de Gaulle au programme du baccalauréat d'histoire. Merci beaucoup à Jérôme Grondeux, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, pour son analyse riche et précieuse de ce texte. Merci aussi à Anne Zimzak pour son entremise. À l'occasion des 80 ans de l'appel du 18 juin et des 50 ans de la disparition du général de Gaulle, l'historien britannique Julian Jackson a publié une grande et mémorable biographie de Gaulle, une certaine idée de la France au seuil. N'hésitez pas à la lire, à la feuilleter. Celle aussi de Churchill, non moins monumentale, pas moins de 1300 pages, de l'historien britannique Andrew Roberts, c'est chez Perrin. Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre. Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. Tu aimes faire la musique avec moi? Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Je joue de la flûte pour toi. On joue la même mélodie. On joue la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons. 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 C'était Philippe Catherine en trio avec la chanteuse Angèle et le pianiste Chili Gonzalez pour ce titre Duo, extrait de son dernier album Confession. 3, 2, 1, c'est la dictée. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Selon un récent... Il y en a qui redoublent? Sondage national... Attention, il y a un piège. National... Virgule... Les Français, au pluriel... lisent un livre de 20 pages par an. Oui, Kimberley, par an en 2 mots. Et un journal gratuit de 2 pages par mois. Point. C'est bon? Extrait pour accompagner cette dictée du sketch de Isabeau de R, L'école se meurt. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Vous avez un peu tilté quand elle a posé la question de savoir si vous aviez redoublé. Ça vous a rappelé des souvenirs? Ouais, très bons souvenirs. Et bonjour à notre invitée, la comédienne Lolita Chama. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous ne serez pas autant aidée que dans ce sketch de l'humoriste par Rachid Santaki, qui pourtant fait les liaisons, essaye de donner quelques indications, mais n'ira pas jusqu'à vous épeler presque en dictant sa dictée les mots qui vont suivre. Merci beaucoup à vous, Lolita Chama, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez accompagner les auditeurs de France Culture dans cet exercice qu'est la dictée. Vous êtes, ou vous serez bientôt seul en scène pour la visite texte mise en scène signé Anne Berest, à voir du 7 octobre jusqu'au 17 au Théâtre du Rond-Point à Paris. Un texte sur la maternité dans tous ses états, un monologue qui déboulonne l'instinct maternel et tous ses attendus. Là encore, il y a des choses à en dire. Vous allez devoir maintenant accoucher d'une dictée. On reparle de tout ça juste après. Et vous allez voir que contrairement à la maternité, la dictée ne bénéficie d'absolument aucun a priori positif. Donc ça ne peut que bien se passer désormais. On va faire un rappel des règles avec vous, Rachid Santaki. Donc je vais effectuer 3 lectures. Une première pour vous familiariser avec le texte. D'accord. Une seconde, vous pencherez sur votre copie. Et ensuite, une 3e lecture avec Olivia pour souligner les principales difficultés du texte. Très bien. Et quel sera le texte du jour? Alors, un extrait des 3 Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Au début du roman, un passage
De ce grand classique. De ce grand classique, très très beau par ailleurs. Est-ce qu'on commence tout de suite, Maître Santaki, par une première lecture? Première lecture. Je suis prête. Très bien. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux. Il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, la dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'espagnol. Point final. Vous voilà tous munis d'un stylo et d'une feuille. Tout le texte, je fais en dictée. Tout le texte. C'est un retour à l'école. Très bien. Voilà, et il y en a pour une dizaine de minutes. Voilà, sans les notes. Sans notes, oui, il n'y a pas de notes à la fin. Enfin, on va quand même essayer de voir le nombre de fautes que vous avez pu réaliser. Bien sûr. C'est parti. C'est parti, très bonne dictée, Lolita. Merci. Et très bonne dictée à nos auditrices et auditeurs. En ce temps-là, les paniques, étaient fréquentes, virgule. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes, virgule. Et peu de jours se passaient, sans qu'une ville, ou l'autre enregistra, je vais répéter pour les plus jeunes, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistra sur ses archives quelque événement de ce genre. Point. Sur ses archives, quelque événement de ce genre. Point. Il y avait les seigneurs, qui guerroyaient, Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux. Point virgule. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux. Point virgule. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on découvre, mais de le voir écrit, c'est plus particulier. Il faut peut-être s'imaginer un peu. J'ai fait n'importe quoi sur ce mot. Il faut garder le mot guerre en tête pour le début, et puis peut-être après s'imaginer un peu au Moyen-Âge. Il y a quelque chose d'un peu folklorique dans l'écriture. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux. Point virgule. Il y avait le roi. Qui faisait la guerre. Il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal. Point virgule. Il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal. Point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal. Point virgule. Il y avait l'espagnol. Il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au roi. Point. Il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au roi. Point.
Puis, virgule, outre ces guerres sourdes, ou publiques, virgule, puis, virgule, outre ces guerres sourdes ou publiques, virgule, secrètes ou patentes, virgule, secrètes ou patentes, virgule, il y avait encore les voleurs, virgule, puis, virgule, outre ces guerres sourdes ou publiques, virgule, secrètes ou patentes, virgule, il y avait encore les voleurs, virgule, les mendiants, virgule, les huguenots, virgule, les huguenots, je vais essayer de vous aider, les huguenots, virgule, les huguenots, virgule, s'il vous plaît, Olivier, un peu de sérieux. C'était très sérieux. Les huguenots, virgule, les loups et les laquais, virgule. Les loups et les laquais, virgule. Les loups et les laquais, virgule. Qui faisaient la guerre à tout le monde, point. Qui faisait la guerre à tout le monde, point. Les loups et les laquais, virgule, qui faisaient la guerre à tout le monde, point. Les bourgeois s'armaient toujours. Les bourgeois s'armaient toujours. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, virgule. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, virgule. Contre les loups, virgule. Contre les loups, virgule. Contre les laquais, virgule. Contre les laquais, virgule. Tiret. Tiret ? Oui, un tiret au milieu. Tiret, le fameux tiret du 6. Tiret souvent. Tiret donc le tiret, hein, le sigle. Tiret souvent contre les seigneurs. Souvent contre les seigneurs. Et les huguenots, virgule. Et là, retiré. Huguenots, virgule, oui. Un nouveau tiret. Après la virgule. Voilà, après la virgule. Souvent contre les seigneurs et les huguenots, virgule. Donc, un nouveau tiret. Quelquefois contre le roi, virgule. Quelquefois contre le roi, virgule. Quelquefois contre le roi, virgule. Encore un tiret, s'il vous plaît. Quelquefois contre le roi, virgule, tiret. Mais jamais contre le cardinal et l'espagnol, point final. Mais jamais contre le cardinal et l'espagnol, point final. Voilà. Ça a été Lolita. Je l'ai fait, hein. Je sais pas, une faute j'ai fait, d'erreur. Je vous la donne ? Non, on va peut-être la relire un peu ensemble rapidement déjà, tous. Comme ça vous permet de nous dire, vous, là où ça a pu poser des difficultés. Et je rappelle que l'intégralité de cette dictée est en ligne sur franceculture.fr à la page de l'émission. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes. Alors, sur ce début de phrase, il y a une difficulté éventuelle ? En fait, on a le trait d'union, donc entre temps et là, lorsque le nom est placé immédiatement après le démonstratif et avant l'adverbe là. Je l'ai oublié celui-là. Voilà. Où le démonstratif est placé immédiatement après le nom, c'est ça ? Temps est là, ouais. Trait d'union donc entre les deux. Les paniques étaient fréquentes.
pas de difficulté, AIENT, fréquente avec un S, virgule, et peu de jours S se passaient, AIENT, sans qu'une ville ou l'autre enregistrât. Alors, vous l'avez écrit comment, Lolita Chama? ENREGISTRA. Alors, effectivement, ça aurait pu être la bonne orthographe, sauf que là, il s'agit du verbe enregistrer à la troisième personne de l'imparfait du subjonctif. Ah oui, qui a un T à la fin. Voilà, exactement, un T et un accent sur le A. Voilà. Circonflexe. Exactement. Ah oui, d'accord. Sur ces archives, quelques événements de ce genre. Alors, pas de S à quelques. Ah bon? C'est pas quelques événements, c'est quelques événements dans le sens de un quelconque événement. Il y avait les seigneurs, SEIGNEURS, qui guerroyaient entre eux. Alors ce guerroyer, comment vous l'avez écrit finalement? Je pense que je l'écris n'importe comment. GUE, 2R, OILLAIENT. J'ai pas réussi à vous aider avec mon petit accent de moyenâgeux. Non. Il y avait un Y. Ouais, à la place des deux L. GUE, 2R, OYAIENT. Guerroyer, faire la guerre. GUE, 2R, O. Voilà, guerre, 2R, O, YER. Comme noyer, ce nom. Ah, Y, il n'y a pas de 2 L. Non. GUE, 2R, OY. ER. Là, AIENT, pardon, c'est le verbe guerroyer, qui ici, c'est, oui. C'est les seigneurs qui guerroyaient. AIENT. J'ai jamais écrit ce mot. Du Entre coup, eux. Nouveau mot vocabulaire. Nouveau mot. Et maintenant, désormais. Voilà. Toutes les deux. On va guerroyer. Dès qu'on peut. Il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal. Pas de difficulté particulière. Il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au roi. L'espagnol, majuscule, minuscule? Je l'ai mis une minuscule, mais je pense que c'est une majuscule. Ouais, voilà. C'est peut-être là la seule difficulté, c'est quand c'est un nom, il y a une majuscule, et quand c'est un adjectif, c'est avec une minuscule. Un ami espagnol, par exemple. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, P-A-T-E-N-T-E-S. J'ai mis A-N. Vous voyez, j'en ai fait des fautes. P-A-T-E-N. Patente. Ah oui, bien sûr. Patente. Rachid Santaki. Évident, manifeste, qui s'impose à l'esprit par son caractère indiscutable, dont l'existence ou la nature est indéniable, ne fait aucun doute. Il y avait encore les voleurs, S, virgule, les mendiants, M-E-N-D-I-A-N-T-S, virgule, et nos fameux huguenots. Hugues, comment vous l'écrivez, Rachid Santaki, Lolita Chama? G-U-E-N-O-T-S. Oui, parfait. Les loups et les laquais, L-A-Q-U-A-I-S. Ouais. Qui faisaient la guerre, AIENT, à tout le monde. Les bourgeois s'armaient, AIENT, toujours contre les voleurs. Bourgeois, on n'oublie pas le E après le G, pour ne pas faire bourgois. Contre les loups, contre les laquais, une fois encore. Souvent contre les seigneurs et les huguenots qui reviennent. Dis donc, Dumas, quand même, il fait un bon nombre de répétitions dans ce paragraphe, Rachid Santaki. Alors qu'à l'école, on nous dit, quand on doit faire une dissertation, qu'il faut éviter les répétitions. Là, on a 2 fois huguenot, 2 fois laquais, 2 fois espagnol. Quelques fois contre le roi, je ne dis même pas combien de fois, mais jamais contre le cardinal et l'espagnol qui revient avec son E majuscule. Ouais. Pas de difficulté sur la fin? Non. Lolita Chama? Quelques petites fautes, mais bon. Ça a été finalement. Voilà. L'exercice était plaisant. Absolument. Ça m'a rappelé les dictées. Pendant tout le confinement, j'en ai fait à mon fils des dictées. Et c'est mieux d'être à la place c'est plus agréable d'être à la place de celui qui dicte qu'à la place de celui qui fait la dictée. C'est un petit défi de voir son niveau d'orthographe. Est-ce que c'est une contrainte dans la vie pour vous, l'orthographe? Non, j'ai pas trop de problèmes quand même avec l'écriture, mais non, c'est pas une contrainte. Ça peut faire partie du plaisir des mots aussi. Bien sûr. De toute façon, le plaisir. Non, c'est plutôt amusant d'ailleurs de regarder comment les mots sont écrits, les sons. Et en effet, pendant le confinement, je me suis un peu remis là-dedans en jouant un rôle de maîtresse, parce que je faisais des dictées à mon fils, des dictées plus faciles parce qu'il est trop petit pour écrire un texte comme ça, mais c'était assez marrant de voir des choses que moi-même j'avais oubliées ou dont je me souvenais.
Il y a eu une transmission pour vous, un plaisir du français, de la langue à l'école, ou c'est venu plus tard, quand vous vous êtes saisi des livres, quand vous avez commencé à jouer, parce qu'on vous voit au cinéma, mais aussi bien entendu au théâtre, et on va y venir avec cette pièce actuellement qui commence à Paris, cette visite. Enfin, qui recommence, parce qu'on l'a déjà joué une grande partie l'année dernière avant le confinement. Je crois que non, le plaisir de la langue est venu avant que je décide de devenir actrice. Bien sûr, à l'école, on a la chance de rencontrer des professeurs, des maîtresses qui nous donnent le goût de ça. Moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans, j'ai appris à lire et à écrire en italien et non en français, parce que j'étais à l'école italienne de Paris. Et donc le français écrit et lu est venu plus tard finalement, que quand j'étais en 5e. Donc ma première langue écrite et lue, c'est vrai que c'est l'italien. Ce qui m'a pas empêché après, en effet, d'aimer écrire et d'avoir envie de faire une hypocagne, une cagne. Voilà, donc j'avais le plaisir des mots. Ouais. Et on dit souvent que le français est quand même une des langues les plus difficiles, les plus contraignantes en termes de grammaire, d'orthographe, de règles et d'exceptions à la règle à connaître. Vous êtes aujourd'hui donc sur scène pour la visite au Théâtre du Rond-Point à Paris sur un texte, un monologue signé Anne Berest. Où est-ce que vous avez fait, ou avec quelle pièce, quel texte vous avez fait vos débuts au théâtre ? En fait, ça se perd un peu. Un des grands textes que j'ai joué pour la première fois, c'était l'École des femmes, que Colline Serrault, que je salue, mettait en scène. Elle y jouait Arnolphe et elle m'a proposé le rôle d'Agnès. C'était au Théâtre de la Madeleine. L'ingénue. Voilà, Agnès l'ingénue. Le petit chat est mort. Donc voilà, ça c'était une expérience assez incroyable. Après, j'avais aussi joué, c'était avant ou après, mais parallèlement, plus avec des gens de ma génération dans des cours de théâtre. J'avais joué Fassbinder aussi, une pièce qui s'appelait Le Café, où d'ailleurs il y avait Judith Chemla. On était toute une troupe de gens de mon âge. Donc ça, c'était un texte plus particulier, moins classique, mais voilà, mes souvenirs de théâtre, j'en ai beaucoup. Il y a eu après, un peu plus tard, Salomé d'Oscar Wilde. Finalement, des textes, il y a eu Les Bonnes de Jean Genet. J'ai joué pas mal de grands textes, finalement. Et le théâtre a toujours fait partie de ma vie, et toujours le rapport aux mots. Et en fait, je me rappelle que quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, quand j'avais 14 ans, une des premières scènes que j'ai travaillées au cours Florent, c'était avant que je rentre dans des conservatoires, c'était une scène dans Quai Ouest de Coltès. Et je me rappelle très bien le plaisir que j'avais. J'ai aussi beaucoup travaillé de scènes de Claudel. Claudel, cet immense auteur de théâtre, je pense qu'il y a un rapport à l'absolu et aux mots assez extraordinaire. Et donc voilà, non, les auteurs ont commencé ma vie d'actrice, bien sûr. Les mots, les textes, je pense que beaucoup de choses passent par là au début, pour une jeune actrice, bien sûr. La découverte des mots, la découverte d'auteurs comme Claudel, par exemple, qui nous emportent dans des dimensions mystiques, absolues, incroyables. Et c'est ce qu'on fait aussi dans cette émission, aimer se remettre aussi ces grands textes dans l'oreille, apprendre à les énoncer, parce que ça, c'est un autre exercice encore que vous pratiquez, vous, Rachid Santaki, désormais. Un auteur comme Alexandre Dumas, il a compté aussi? Alors, sincèrement, non, c'était pas un auteur. Enfin, je connais Alexandre Dumas, mais c'était pas un auteur qui faisait partie de mon panthéon ou d'auteurs qui m'attirait particulièrement. Peut-être un auteur plus masculin, mais en même temps un très grand auteur. Non, j'étais ravie de faire cette dictée pour en découvrir ce passage, mais c'était pas forcément c'est pas un auteur que je connais très bien. Moi, j'ai rencontré aussi les Trois Mousquetaires au cinéma d'abord, en fait, ou à la télé. Plus par l'image d'ailleurs que par le livre, que par Dumas au départ. Mais c'est vrai qu'il y a des générations aussi d'étudiants, d'élèves qui apprennent Dumas et d'autres moins. Ça fait partie de ces auteurs qui vont et viennent dans les programmes scolaires. Et tout dépend si on a quelqu'un dans la famille qui vous prête le livre, vous le donne, comme une Madeleine de Proust ou pas, mais qui peuvent être adorés. Merci beaucoup à vous, Lolita Chamard, d'être venue faire cette dictée, vous prêter à ce jeu de la dictée. Pas évident, mais c'est toujours un plaisir. Merci Rachid Santaki. Merci Lolita. On peut retrouver la correction donc de cette dictée sur le site de En français dans le texte sur franceculture.fr et tout de suite surtout l'anagramme d'Étienne Klein. Et
comme chaque samedi, dans Français dans le texte, c'est notre rendez-vous avec notre malicieux physicien Étienne Klein. Bonjour. Bonjour Olivia. Pour votre anagramme, aujourd'hui, l'ultra-crépidarianisme. Je vous laissais le dire. Voilà, mais je me suis échauffé en essayant de trouver l'anagramme de l'émission en français dans le texte. Et j'ai trouvé cette curieuse suite d'adjectifs fixe, transcendantale, moins lissée. Ce qui semble lui correspondre assez bien, puisqu'elle est fixe, au moins pour ce qui est de son horaire. Elle est transcendantale, puisqu'elle est animée par vous, Olivia Gesbert. Et elle est moins lissée que la plupart des autres émissions, ainsi que la suite des épisodes va le démontrer. Mais l'anagramme d'une expression ne rend pas toujours justice à la signification de cette expression. Par exemple, la dictée géante n'a que peu à voir avec je ne sais quel calage de tétine qui contient pourtant exactement les mêmes lettres. C'est encore plus vrai à propos d'un mot qui a connu un grand succès depuis quelque temps. C'est ce mot, c'est ultra-crépidarianisme. Il désigne la tendance à parler avec assurance de sujets que pourtant l'on ne connaît guère. Il est construit à partir de la locution latine sutor ne supra crepidam, qu'on traduit par cordonnier, pas au-delà de la chaussure, ou pas au-delà de la sandale plutôt. Et on trouve son origine dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Pline raconte que son cordonnier avait signalé au peintre Apelle une petite erreur dans la représentation qu'il avait faite d'une sandale. Le peintre corrigea aussitôt son tableau. Ainsi encouragé, le cordonnier fit d'autres remarques sur d'autres erreurs qu'il voyait dans cette peinture, ce à quoi le peintre répondit qu'un cordonnier ne devrait pas donner son avis plus haut que la chaussure. Et ce conseil est devenu une sorte de dicton. Alors soyons honnêtes. Reconnaissons que nous parlons tous de choses que nous connaissons mal, autrement dit que l'ultra-crépidarianisme est une tendance qui nous affecte tous, et sans laquelle d'ailleurs il n'y aurait guère de conversation possible, et peut-être pas non plus de démocratie envisageable. Reste que ce mot ne semble guère apparenté à certaines de ces anagrammes. En effet, on ne voit pas en quoi ultra-crépidarianisme serait lié à tel ou tel imprécateur irlandais, ni ce par quoi il serait l'expression d'un quelconque naturalisme parricide. Et surtout, étant universel au sens où nous en sommes tous les complices ou les victimes, l'ultra-crépidarianisme ne constitue nullement un particularisme de l'Iran. Voilà, ce sera la morale de l'histoire en même temps que votre anagramme du jour de ce samedi. Merci beaucoup Étienne Klein. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. C'était En français dans le texte, émission préparée par Catherine Denay et Sandrine Chaperon. À la réalisation, Lydia Portis-Guérin, avec à la technique, Ludovic Auger. Samedi prochain, Enfance de Nathalie Sarraute. Je vous dis rendez-vous lundi à midi pour une nouvelle semaine de grande table avec l'éditeur Olivier Bétourné et le professeur Emmanuel Hirsch pour parler éthique et pandémie. Très belle fin d'après-midi à tous sur France Culture.